Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 4 septembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. On commence par notre fait du jour, l'information de la journée elle est double. C'est d'abord la LFP qui a décidé d'alléger le protocole sanitaire du Covid pour éviter au maximum le report des matchs. Existe donc le report systématique lorsque 4 joueurs d'un même effectif sont contrôlés positifs, c'est la règle en ce moment. Et bien désormais, un match de Ligue 1, même de Ligue 2, pourra se tenir tant que 20 joueurs, dont le gardien, sur un effectif de 30, seront testés négatifs. Par ailleurs, les clubs devront adresser à la LFP une liste de 30 joueurs selon une fréquence mensuelle, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. Un assouplissement voulu, on le sait, par le président de la Ligue, Didier Quillot, dans le but de soulager les clubs et de respecter bien sûr le calendrier de la Ligue 1. Ce nouveau protocole sanitaire devrait permettre notamment à Lens, Paris Saint-Germain et au Classique, au MPSG, de se tenir les 10 et 13 septembre prochains. Attention, il s'agit d'une proposition de la LFP avant de voir la mesure définitivement adoptée. Il va toutefois falloir attendre le feu vert des autorités gouvernementales qui doivent donc valider ou pas cette demande dans les prochains jours. Dans ce dossier, la Ligue a le soutien quand même du ministère des Sports. Proposition qui intervient au bon moment puisque dans le même temps, c'est la deuxième info du jour, Steve Mandanda a quitté les Bleus ce matin. À 2 jours du match contre la Suède, le gardien marseillais a été testé positif au Covid à 2 reprises cette semaine à Clairefontaine. Mandanda ne sera pas remplacé, Didier Deschamps devra faire avec 2 gardiens seulement, Lloris et Maignan, puisqu'aucun joueur ne peut intégrer le groupe sans avoir rempli le protocole UEFA, c'est-à-dire un test 4 jours avant le match. En termes de timing, ça fait trop court. Une situation qui interpelle puisque le joueur de l'OM avait déjà été testé positif pour la première fois le 16 août dernier dans son club. Après une période d'isolement de 14 jours, il avait pu reprendre la compétition dimanche contre Brest. C'est donc plus par précaution et pour respecter le règlement de l'UEFA que Steve Mandanda a dû quitter le groupe ce matin. Alors comment cette nouvelle a été accueillie du côté de Marseille ? Pour en parler, Romain Canuti est avec nous. Salut Romain. T'es journaliste au Phocéen, Romain, tu suis Marseille au quotidien. Alors qu'en disent les Marseillais ce matin ? Il y a beaucoup d'incompréhension sur cette nouvelle parce que la tentation est grande et on l'a vu avec le Covid et toutes les conclusions médicales qui peuvent être sorties de part et d'autre que là du coup il y a des experts en hygiène de vie qui fleurissent un peu partout et qui expliquent que c'est pas un hasard si ça tombe sur Steve Mandanda cette histoire. Donc il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mélange des genres. Je vois beaucoup de gens dire regardez, on est tombé sur les joueurs parisiens et sur leur vie privée après leur escapade à Ibiza. Et pourquoi on dit rien pour Steve Mandanda ? Regardez bien, le Covid tape tout le monde, frappe de partout. Enfin voilà, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mélange des genres. Et évidemment, il y a une grosse incompréhension, pour pas dire colère, du côté de l'Olympique de Marseille, parce que voilà, il était possible d'indiquer que Steve Mandanda avait déjà eu le Covid au mois d'août et que cela aurait peut-être changé les résultats parce qu'il avait peut-être juste que des résidus dans son nez de traces du Covid du mois d'août. Alors justement, Romain, quelle est la position du club sur cette affaire ? Je crois que ça a beaucoup fait parler à la commanderie ce matin. Oui, le club s'est remonté. Il faut dire qu'il y a un élément dans cette histoire qui n'est pas pour apaiser les tensions, on va dire ça comme ça, c'est que le docteur de l'équipe de France, le docteur Le Gall, était le docteur de l'OM il y a un peu plus d'1 an et qu'il est parti, qu'il a été licencié. Alors voilà, où son départ a été forcé pour une réorganisation, c'est pour éviter de payer des gros chèques, mais on s'est bien compris, c'était un médecin qui avait été voulu par Rudy Garcia, donc qui n'avait plus trop de raison de rester après le départ de ce dernier et qui a plutôt mal géré. On va dire à Marseille, il y a pas mal de personnes qui lui en veulent pour la gestion de la blessure de Florian Thauvin, qui se blesse en préparation. Pour rappel, il courait en bord pelouse sur un match amical aux Rangers et c'est sur ce bord pelouse qui s'était blessé et au final il a fait une saison quasi blanche. Et beaucoup en ont voulu au docteur Le Gall. Thauvin n'était pas
absolument ravi, lui non plus, parce que cette blessure aurait pu mieux être traitée au départ et durer ainsi moins longtemps. Donc voilà, le fait de retrouver le docteur Le Gall dans cette histoire, avec soit une négligence, on va pas oser penser plus, effectivement à Marseille ça crispe plus qu'autre chose. Il y a une petite amertume, effectivement, vers le docteur Franck Le Gall, ancien docteur, effectivement, de l'Olympique de Marseille, qui est chez les Bleus aujourd'hui, tu l'as dit, Romain. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, quand on a appris, effectivement, la contamination de Steve Mandanda, c'est pourra-t-il jouer en club contre le Paris Saint-Germain le 13 ? Jouer, il va pouvoir jouer, mais par contre, il va lui falloir être sacrément costaud pour supporter les conclusions que certains vont en tirer, parce que il faut imaginer une seconde qu'est-ce qui peut se passer si Steve Mandanda passe à côté de son match. Ça arrive à n'importe quel sportif, il va peut-être faire une boulette comme ça arrive à plein de gardiens. Est-ce que là, on va expliquer que c'est à cause du Covid ou pas ? Je pense pas. Je pense que c'est un sportif. Je pense qu'il y a des staffs médicaux quand même suffisamment outillés. Si on l'autorise à jouer, c'est qu'il sera à 100%. Et donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il faut savoir que si on regarde bien, Steve Mandanda est le premier joueur à avoir été titulaire, le plus rapidement après avoir contracté le Covid. Par exemple, sur les autres joueurs de l'Olympique de Marseille, Amavi... Bien avant Amavi, Rongier... Pour la deuxième journée. Mais ce n'était pas le cas de certains de ses camarades, comme Valentin Rongier, qui ont démarré sur le banc. Donc c'est aussi dire, alors effectivement, c'est un gardien, le registre physique est peut-être moins important et exigeant, mais ça prouve aussi toute sa détermination et son professionnalisme. Merci beaucoup, Romain. On reste avec les Bleus, on parle d'Eduardo Camavinga dans un instant. Il vient d'entrer dans l'histoire des Bleus. Appelé pour la première fois à l'âge de 17 ans, 9 mois et 17 jours, Eduardo Camavinga devient le plus jeune joueur appelé en équipe de France depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais, il est plus précoce encore que Kylian Mbappé, qui avait 18 ans et 3 mois lors de sa première sélection. Eduardo Camavinga est même le 3e plus jeune Français appelé dans l'histoire. Le recordman reste Julien Verbrugge, qui a honoré sa première cape en 1906 à l'âge de 16 ans et 10 mois, suivi quelques années plus tard de Maurice Gastiger, qui avait 17 ans et 4 mois et qui a lui été appelé en 1914. Je vous rappelle que les hommes de Didier Deschamps vont affronter la Suède samedi, puis la Croatie mardi. Alors je vous en parlais hier, Camavinga a déjà conquis les Bleus, il a même bluffé Olivier Giroud. On l'écoute hier en conférence de presse. Eduardo, clairement, nous bluffe un peu par sa maturité, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain, bien sûr. J'avais déjà vu quelques matchs au Stade Rennais, donc je n'étais pas surpris. Il est très à l'aise. C'est un joueur très très prometteur, tellement jeune, 17 ans. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'était quand il est arrivé au château et j'ai rencontré quelqu'un de souriant, naturel, spontané, qui est à l'aise avec tout le monde, qui est très sociable. Donc honnêtement, très très bon petit et je pense que c'est le début d'une longue aventure pour lui en équipe de France. Le début d'un rêve bleu pour le jeune milieu rennais qui n'en finit plus d'impressionner. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui nous vient d'un ancien formateur de Camavinga, le premier, Joe Burrell, qui était son formateur à Drapeau-Fougères entre 6 et 12 ans. Alors, il faut savoir qu'Eduardo Camavinga arrive avec sa famille en France à l'âge de 2 ans. Originaire d'Angola, il fait très tôt preuve de courage face aux épreuves de la vie. Joe Burrell nous raconte cette anecdote. En 2013, ses parents perdent leur maison dans un incendie. Toutes leurs économies partent en fumée. Le club de Fougères propose d'organiser en leur faveur une quête de soutien, mais le papa d'Eduardo refuse. Il dit à son fils qu'il savait qu'il redresserait toute la famille en devenant un grand joueur. Camavinga n'a alors que 13 ans, c'est une grosse responsabilité. Et bien quelques mois plus tard, la prophétie se réalise. Eduardo intègre le centre de formation du Stade Rennais avant de signer son premier contrat pro en décembre 2018. Une belle histoire. Pendant la trêve, c'est l'occasion de faire un premier bilan de la Ligue 1 depuis la reprise. 2 journées se sont écoulées. En stade, ça donne quoi ? Alors, quel est, selon vous, par exemple, l'attaquant qui a le plus tenté, le plus frappé au but depuis le début de saison ? À la maison, vous allez me dire Depay, peut-être Dolberg.
Eh bien, détrompez-vous, c'est Kevin Danké, le très jeune attaquant du Nîmes Olympique, qui a tenté 9 tirs en 2 journées. Titulaire en l'absence de Nolan Roux, il avait inscrit le premier but nîmois de la saison au bout de 8 minutes de jeu la première journée face à Brest, match dans lequel il avait aussi délivré une passe D. Danké a 19 ans, il est déjà international togolais, il a été formé chez les Crocos. Si ce n'est déjà fait, c'est le moment de le prendre dans vos équipes MPG. Concernant maintenant le gardien qui a fait le plus d'arrêts, vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que Dijon a concédé 5 buts en 2 journées, mais c'est bien Alfred Gomis, le gardien dijonnais très exposé, qui a fait le plus d'arrêts. 11 arrêts sur les 16 tirs cadrés qu'il a subis, c'est le meilleur ratio, le meilleur taux d'arrêt sur ces 2 premières journées. D'ailleurs, il y a quelques jours, Gomis a prolongé avec Dijon jusqu'en 2024, une bonne nouvelle pour eux. Côté arbitrage maintenant, un chiffre assez hallucinant, il y a eu 9 rouges et 70 jaunes en 2 journées, contre 7 rouges et 62 jaunes à la même période la saison dernière, en sachant qu'il y avait eu 3 matchs supplémentaires. Les arbitres commencent bien cette saison, ils commencent fort. L'équipe qui a pris le plus de cartons, c'est Nice, avec déjà 8 jaunes. Mention spéciale aussi au Stade Rennais avec ses 2 rouges en 2 journées. Alors l'un des grands enjeux aussi de cette trêve, c'est le mercato. Bien sûr, qui pourrait partir, qui attend quoi? Pour en parler, je suis avec Constant Vicherec, journaliste. Salut Constant. Salut Sarah, salut. Constant est spécialiste mercato, on va en parler ensemble. Il restera au retour de trêve que 2 semaines au club de Ligue 1 pour clôturer leur mercato. Alors je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve que nos clubs n'ont pas été super actifs pendant ce mercato, nos clubs de Ligue 1, à part peut-être bien sûr quelques-uns, Lille, Nice, Monaco, Lorient qui a fait aussi un joli mercato. Est-ce que t'es d'accord avec ça ou... Ils n'ont pas été très actifs, mais ils n'ont pas été aidés. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 périodes en fait, donc, avec un trou d'1 mois au milieu, c'était assez spécial. On va dire que c'est le fait que les autres championnats n'aient pas terminé leur championnat justement joue beaucoup, parce qu'on sait que les clubs français attendent notamment de vendre, pour pas citer l'Angleterre, un peu en Angleterre pour pouvoir réinvestir derrière, et que là ça a été bloqué pendant un bon mois. Donc effectivement il y en a 2-3 qui ont fait un mercato, mais parce qu'ils ont des fonds, hormis Lorient on va dire, mais Monaco, Lille et Nice ont un peu d'argent, donc c'est pour ça qu'ils ont bougé, mais les autres ont été un peu lents. Ouais. Alors on va faire un petit tour des clubs, on va commencer par Paris, Constant, le Paris Saint-Germain, où Thomas Tuchel attend du renfort. 7 joueurs sont partis en fin de contrat. Bon, il y a Ressé qui revient, mais priorité plutôt à un arrière-droit pour pallier au départ de Meunier et à un milieu de terrain. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'à droite, il considère que Thilo Kehrer, qui est un défenseur central en fait, ne fait pas le poids à droite. On l'a vu, en finale de Ligue des Champions, il a fait 30 premières bonnes minutes et puis après s'est effondré. Et que Colin Dagba ne fait pas non plus le poids au très haut niveau, donc ils cherchent un latéral droit. Concernant le milieu de terrain, alors avec le départ de Thiago Silva derrière, il est probable que Marquinhos recule un peu, donc en défense centrale, et qu'on a vu que Marquinhos de toute façon avec le ballon c'était un peu compliqué, donc ils cherchent en fait un milieu de terrain, mais qui aurait un profil assez différent de ce qu'ils ont déjà, et éventuellement aussi un attaquant de pointe, parce que Edinson Cavani est parti, et qu'il reste que Icardi finalement, sauf si on s'amuse à mettre Kylian Mbappé dans l'axe ou le jeune Kalimundo Endo, mais je pense qu'ils chercheront aussi un attaquant pour doubler Icardi. Alors du côté de l'AS Saint-Etienne, Constant, la SSE veut dégraisser, on le sait, les Verts veulent alléger leur masse salariale. On a même parlé cet été d'une liste d'indésirables de Claude Puel. Aujourd'hui, c'est M'Vila qui va prendre la direction de l'Olympiakos. Kazri pourrait lui aussi suivre ses pas en partant en Turquie. Alors c'est ça, l'AS Saint-Etienne est confronté au même problème que 80% de la Ligue 1, à savoir dégraisser son effectif, baisser sa masse salariale, et donc effectivement M'Vila vers la Grèce, Wahbi Kazri vers la Turquie. Ils essayent aussi de se débarrasser de Loïs Diony. On parle même pas du cas Ruffier, où on est dans une espèce de tambouille interne assez improbable. L'AS Saint-Etienne attend ça, et le problème c'est qu'effectivement pour l'instant ça se bouscule pas non plus vraiment au portillon, et que ça va être à mon avis un recrutement assez spécial, fait dans la vitesse, dans le Forez. Eh bien justement, il y a un club qui va avoir du mal à conserver ses meilleurs éléments, c'est Lyon. L'OL, on le sait, privé de Coupe d'Europe, et qui devrait voir partir certains de ses top players, Depay notamment, Constant. C'est ça, Depay ce matin, la presse néerlandaise annonçait qu'il restait quelques détails à finaliser pour le transfert de Memphis Depay à Barcelone. On se doute bien que Memphis Depay sans Coupe d'Europe,
à 1 an de l'Euro, il va vouloir partir. Il avait déjà dit que Lyon c'était plus ou moins un tremplin pour lui il y a quelques années. Alors il n'y a pas que lui, il y a évidemment Oussem Aouar aussi. Il y a eu récemment les déclarations de Jeffrey Abdelhaïd où ça c'était pas prévu, donc ça a créé aussi des discussions en interne. Ils n'étaient pas super contents de voir cette interview sortir. L'OL est un peu à la croisée des chemins parce qu'au final ils vont perdre des joueurs très importants dans leur 11, donc Memphis Depay notamment et Oussem Aouar. On parle aussi d'un transfert de Moussa Dembélé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un effectif trop grand pour jouer que la Ligue 1 et la Coupe de France, et que probablement il faudra réduire un peu la masse salariale. Donc Lyon est aussi dans un système où ils attendent de voir qui ils vont perdre et à quel prix, pour après soit recruter, soit rester en l'état. Bon, on va partir du côté de Marseille maintenant, Constant. À part Nagatomo qui vient pour soulager un peu Jordan Amavi sur le côté, il n'y a pas d'arrivée majeure, et notamment il n'y a pas l'arrivée d'un attaquant. C'est ça. Alors jusqu'ici, ils ont recruté pour 0 € 3 joueurs. Donc Pape Gueye qui avait plus de contrat, une sorte d'imbroglio un peu juridique avec Watford où il a signé mais ils sont pas d'accord, donc ils ont rompu le contrat. Leonardo Balerdi qui est prêté par le Borussia Dortmund et qui a une option d'achat à 15 millions d'euros, et effectivement Yuto Nagatomo qui est arrivé libre. Donc ils ont ciblé 4 postes à Marseille. C'était latéral gauche, c'est fait, milieu de terrain Pape Gueye, c'est fait, défenseur central Léo Balerdi, c'est fait, il manque que l'attaquant. Alors ils envisagent d'utiliser toute leur enveloppe mercato qui est pas très haute, très honnêtement c'est pas très haut. Si ça va jusqu'à 10 millions c'est un maximum pour un attaquant plutôt jeune, potentiel plus-value d'ici 2 ans. La piste qui était déjà sortie et qui fait effectivement partie de la shortlist d'André Villas-Boas, elle mène à José Juan Macias, qui est un jeune attaquant qui joue au Chivas Guadalajara au Mexique, qui est international mexicain et qui est en fin de contrat en 2022. Voilà, son club en demandait au moins 10 millions, donc je ne sais pas trop comment ils vont faire, mais ils vont devoir jouer un peu avec la comptabilité pour recruter un attaquant qui manque. Merci beaucoup, Constant. On rappelle que tu travailles pour Foot Mercato et que le Mercato, cette année, Mercato un peu particulier, tu le disais, se terminera donc le 5 octobre, dans un mois. Voilà ce qu'il reste en termes de temps à nos clubs de Ligue 1 pour vendre et pour recruter. On termine avec un point sur le calendrier de la Ligue 1. Il y aura de grosses affiches au retour de la trêve. Premier match déjà à Bordeaux-Lyon dans une semaine, vendredi. Et puis le classique de Ligue 1, le 13 bien sûr, qu'on attend tous. Marseille-Saint-Etienne, souvenez-vous, ce premier match de la saison reporté à cause du Covid aura finalement bien lieu, le 17 septembre du coup. Et la semaine du 20, vous aurez le droit à un intéressant Marseille-Lille et un Nice-Paris-Saint-Germain. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. Passez un très bon week-end devant les Bleus, on se retrouve lundi.